Lorsqu'on fait des recherches en bibliothèque ou sur Internet pour trouver des citations célèbres ou quelques extraits de discours sur l'Île-de-France, on en trouve peu. Toutes ou presque se rapportent à Paris. D'après l'auteur américain Ernest Hemingway, si vous avez eu la chance d'avoir vécu à Paris lorsque vous étiez un jeune homme, alors, où que vous alliez pour le reste de votre vie, elle reste avec vous. Paris est une fête. Après les attentats de 2015, l'expression « Paris est une fête » est devenue une sorte de cri de ralliement place de la République, comme sur les réseaux sociaux, pour les Parisiens qui voulaient montrer que leur mode de vie ne changerait pas malgré la menace terroriste. Selon l'auteur Jules Renard, qui a connu le Paris populaire et festif de la Belle Époque, il suffit, dit-il, d'ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis. Reconnaîtrait-il le Paris d'aujourd'hui, muséifié et néo-bourgeois en son centre, pauvre et violent à ses portes comme celle de la Chapelle, pourtant à 2 pas de secteurs touristiques et riches? Du côté des géographes et des urbanistes, c'est encore une fois moins l'Île-de-France que le Grand Paris qui constitue en tant que tel un sujet de recherche, un sujet de débat, un sujet de polémique aussi. Il faut d'ailleurs bien différencier la région Île-de-France de la métropole du Grand Paris, d'échelle plus petite. La métropole du Grand Paris désigne une intercommunalité, dense et urbaine, qui regroupe la ville de Paris, 123 communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et 7 communes des départements de l'Essonne et du Val d'Oise. Il ne faut pas non plus confondre l'échelle de la région Île-de-France ou l'institution région Île-de-France avec celle du Grand Paris Express, qui est un projet de réseau de transport public composé de 4 lignes de métro automatique autour de Paris et de l'extension de 2 lignes existantes. D'une longueur totale de 200 km, il doit être réalisé par la Société du Grand Paris en partenariat avec l'État et la région Île-de-France. L'objectif est de renforcer les pôles urbains, économiques et scientifiques qui, tout autour de la capitale, participent à son rayonnement international. S'il ne fallait citer qu'un ouvrage sur le Grand Paris, c'est celui de Philippe Panneray, intitulé Paris Métropole et publié en 2008 aux éditions de la Villette. Dans son introduction, l'urbaniste fait à la fois de l'histoire et de la géographie en expliquant qu'au cours du dernier siècle, Paris a dépassé ses limites pour former une agglomération où se rassemblent des territoires divers, coupés par des infrastructures de transport et des forêts, où les parties habitées coexistent avec des zones agricoles, des pôles d'emploi, des secteurs naturels, des plateformes logistiques. Le centre ancien, c'est-à-dire la ville de Paris elle-même, ne représente plus que 5% du territoire urbanisé de l'agglomération et doit composer avec d'autres centralités. Aux grandes villes historiques de la banlieue sont ainsi venues s'ajouter des urbanisations nouvelles, souvent marquées par des polarités dédiées à des usages spécifiques. Transport, loisirs, consommation, travail. L'ensemble dessine une vaste nébuleuse géographique, organisée selon la figure de la constellation, c'est-à-dire une organisation métropolitaine multipolaire, caractérisée par une augmentation exponentielle des temps de parcours, notamment entre le domicile et le travail. Cette extension, poursuit Philippe Panneray, commence avec le chemin de fer, le tramway, avant de s'accélérer grâce à l'automobile, au téléphone, au câble et au net. Et Panneray ajoute « Les différentes collectivités qui composent ce qu'est devenu le Grand Paris acceptent de moins en moins d'être dans une position subordonnée, asservie à un centre principal doté de tous les pouvoirs. » C'est dire si la question de la gouvernance est une question actuelle pour le Grand Paris et déterminante pour son avenir. Revenons maintenant à la région Île-de-France. Quelles informations devrions-nous retenir si l'on en dressait le portrait ? La région Île-de-France est située au centre du bassin parisien. C'est la plus petite région administrative française, elle occupe seulement 2,8% du territoire. En revanche, elle rassemble 19% de la population, soit 12 millions d'habitants, et surtout
Elle représente 30% du produit intérieur brut car elle concentre les activités de services de haute technologie, la finance et quelques sites de production industrielle hérités des Trente Glorieuses, voire de l'entre-deux-guerres. C'est dire combien cette région, si petite qu'elle soit, est stratégique au plan économique pour le pays tout entier. La région Île-de-France, en tant que territoire administratif et politique, englobe 7 départements plus Paris. Paris et les 3 départements limitrophes, à savoir les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, constituent ce que l'on appelle la Petite Couronne. La superficie de la région Île-de-France est comparable à l'aire métropolitaine de New York, soit 12 000 km². Mais la région Île-de-France est moins densément urbanisée puisqu'elle est aux 2/3 rurale, comprenant des grandes cultures en Beauce et en Brie, mais aussi dans le Gâtinais au sud et dans le Vexin français au nord-ouest vers la Normandie, et des forêts comme celle de Rambouillet à l'ouest et de Fontainebleau au sud. Retenons 6 points clés qui caractérisent cette région. Premier point clé, c'est une région plus densément peuplée que les autres régions administratives françaises, avec plus de 1000 habitants par kilomètre carré. C'est aussi, deuxième point, une région qui est plus jeune que les autres, comme le suggère la pyramide des âges. Troisième point, elle est plus féconde que la moyenne nationale. Quatrième point, elle est plus accueillante à l'égard des immigrés, en raison sans doute de la concentration des emplois. Cinquièmement, l'espérance de vie y est globalement supérieure à la moyenne. Et sixièmement, point clé à retenir absolument, c'est paradoxalement une région majoritairement rurale. Le croquis de la région suggère que 3 grands axes structurent l'organisation régionale. Au sud et à l'ouest, l'axe de la recherche et de la conception, qui passe naturellement par Paris et par le plateau de Saclay, qui englobe le commissariat à l'énergie atomique, l'école polytechnique et toute une série d'écoles qui autrefois étaient situées dans Paris intramuros et qui sont transférées sur le plateau de Saclay. Du nord au sud, l'axe des transports et de la logistique, avec les aéroports de Roissy et d'Orly, le marché de Rungis, les autoroutes A1 vers Lille et A6 vers Lyon. Troisième grand axe, à l'ouest et au nord, notamment en Seine-Saint-Denis, celui de la fabrication, automobile, aéronautique, etc. La région était autrefois un grand foyer industriel. Par exemple, en lieu et place de l'actuel parc André Citroën, sur 14 hectares, étaient localisées d'immenses usines automobiles. C'est aussi le cas à Boulogne-Billancourt, où en 30 ans, l'île Séguin, qui était l'usine Renault, a été transformée au profit de centaines de logements et de vastes espaces culturels. Des opérations d'intérêt national ont été lancées au début des années 2000 pour restructurer des portions de territoire délaissées sous l'impulsion de l'État, notamment les secteurs du Bourget, de Mantes-la-Jolie et de Vitry-sur-Seine. Il s'agit de construire des millions de mètres carrés de logements et de bureaux qui manquent encore cruellement à l'Île-de-France, de moderniser les transports et enfin de développer de grands équipements publics, notamment universitaires et hospitaliers, tout en limitant, autant que faire se peut, la consommation d'espace rural. Précisément, attardons-nous un peu sur l'espace rural francilien. De façon générale, il se caractérise par des open fields, c'est-à-dire des champs ouverts de plusieurs dizaines d'hectares d'un seul tenant, sans haies pour les séparer les uns des autres. Les boisées sont rares et éparses. C'est l'une des rares régions françaises où l'agriculture est encore très compétitive. Les agriculteurs ont des revenus annuels décents, car ils bénéficient d'un climat océanique tempéré favorable, cultivent de grandes surfaces commodes pour l'agriculture mécanisée, de très bonne qualité au plan agronomique, ce qui n'empêche pas l'Île-de-France, avec la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, d'être championne de l'utilisation de produits phytosanitaires pour tenter d'augmenter encore les rendements.
Le développement de l'irrigation agricole cause par endroits des pénuries d'eau, d'où des tensions parfois vives avec les villes, les industries et les usagers récréatifs. À l'évidence, la question du partage de l'eau est à l'origine de conflits d'usage qui seront de plus en plus nombreux à l'avenir. Les œuvres des artistes, comme Van Gogh lorsqu'il était à Auvers-sur-Oise, témoignent de ce qu'était jadis le paysage rural francilien, déjà très agricole. Ce paysage a sensiblement changé, mais la région reste le grenier à blé de la France. En résumé, l'agriculture francilienne occupe comme partout peu d'actifs, c'est toutefois un secteur clé de l'économie. Comme celle de Rambouillet où sont situées les chasses présidentielles, la forêt de Fontainebleau est l'un des poumons verts des franciliens qui vont s'y balader le week-end. Très fréquentée, elle l'était jadis par de célèbres artistes, notamment les impressionnistes, qui s'installaient dans le village de Barbizon. Mais c'est l'industrie, et pas seulement automobile, encore présente en Île-de-France, qui a contribué au XIXe siècle puis au XXe siècle à la croissance de Paris. La révolution industrielle a précipité le développement de Paris, avec ses faubourgs d'abord, puis une banlieue de plus en plus vaste, très étalée. En comparaison, la situation de Londres n'est pas fondamentalement différente. Le cas de Berlin, en revanche, est assez différent, compte tenu notamment du poids de l'histoire, mais aussi des choix politiques opérés à l'époque au plan industriel à l'échelle de l'Allemagne. La région industrielle, c'est la Ruhr, pas la région berlinoise. Pour revenir à l'Île-de-France, 5 villes nouvelles ont été planifiées durant les années 60 et édifiées de façon à éviter la concentration des activités à Paris, cette fameuse hypertrophie parisienne. Il s'agit de Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en Yvelines et Évry. Objectif atteint 40 ans plus tard, pour la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et les aménageurs publics locaux. Les villes nouvelles abritent désormais des centaines de milliers d'habitants, des entreprises et sont plutôt bien desservies. Les pôles de production industrielle, notamment manufacturière, sont plus rares que par le passé. Mais le paysage industriel reste présent avec, par exemple, la zone industrielle des Ardoines à Vitry-sur-Seine, où coexistent des entreprises de production liées à la pharmacie, à l'énergie et à la logistique. La fabrication de matériel de transport est encore le secteur industriel numéro 1 dans la région, et ce depuis 20 ans. Il emploie 20% des salariés de l'industrie francilienne. Cela est à mettre en rapport avec l'implantation historique de Renault, de Peugeot, de Citroën, mais aussi de la Snecma et de Dassault pour l'aéronautique. Chaque département, si l'on zoome un peu, conserve une forme de spécialité en termes de production industrielle. Pour Paris, par exemple, la fabrication de textiles, l'habillement, le cuir, la chaussure. En Seine-et-Marne, c'est la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, qui occupe presque 25% des emplois régionaux. L'Essonne, quant à elle, se spécialise dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. Dans les Hauts-de-Seine, l'industrie pharmaceutique accueille 40% des effectifs régionaux du secteur. En Seine-Saint-Denis, la fabrication de matériel de transport regroupe 20% des effectifs industriels. En Val-de-Marne, la fabrication de denrées alimentaires et de boissons domine les débats, quand la métallurgie s'impose dans le département de l'Oise. Si l'Île-de-France reste la première région industrielle de France, avec 392 000 emplois salariés en 2019, les effectifs des usines et des ateliers présents sur son territoire ont été divisés par 2 en 30 ans. L'industrie francilienne employait 762 000 personnes en 1990. A contrario, les activités tertiaires sont passées durant la même période de 77% à 85% des employés. Le secteur tertiaire regroupe des activités de services très différentes, les banques, les assurances, le commerce, la grande distribution. Le tourisme est l'un des moteurs du secteur grâce au parc à thème, le parc Astérix et le
parc Disneyland bien sûr. Et les musées nationaux jouent un rôle important, un rôle de moteur pour le tourisme, notamment dans Paris intramuros, avec le Louvre ou Orsay par exemple. À Paris, précisément, 20% des emplois sont directement ou indirectement liés au tourisme. Alors, quels sont les grands défis, outre celui de la gouvernance évoqué en préambule par Philippe Panneray, qui attendent la capitale et plus largement la région Île-de-France ? J'ai retenu 4 défis. Le premier défi, c'est de faire évoluer Paris comme elle a évolué par le passé. Paris, on l'aura compris, devient un décor, au risque de se muséifier. Des quartiers entiers, comme la butte Montmartre, ont vu des Airbnb contribuer à l'augmentation des loyers déjà élevés en raison de la demande de logements très supérieure à l'offre, notamment dans le parc social. Il y aurait à Paris 193 000 résidences secondaires ou appartements vacants, soit 14% du total des logements. Autre effet que l'on peut mesurer, une sorte d'inertie des quartiers. Les grands films de cinéma, les règlements d'urbanisme et l'image même que véhicule Paris semblent interdire l'évolution architecturale, l'innovation urbaine. On est très loin de la skyline londonienne. Deuxième grand défi, celui qui consiste à conforter le statut de Paris comme métropole mondiale. Paris intramuros est une cité très dense, avec 21 000 habitants par kilomètre carré, Bois de Boulogne et Bois de Vincennes compris. Paris intramuros devance ainsi Tokyo, Gaza ou Séoul. Elle s'est étendue bien au-delà de ses limites et s'appuie sur des pôles spécialisés, comme le quartier d'affaires de la Défense ou le pôle de recherche de Saclay. Ces transformations sont lentes au regard de celles des villes asiatiques. À l'avenir, comment la capitale française pourra-t-elle conserver son rang sans s'associer à ses rivales de façon à créer une constellation métropolitaine européenne ? Le Brexit peut avoir de multiples conséquences d'ailleurs. Les entreprises financières aujourd'hui localisées dans la City peuvent choisir d'installer leurs sièges sociaux à Dublin, au Luxembourg, à Francfort, à Milan ou plus sûrement à Paris. Mais si Londres joue la carte d'une fiscalité avantageuse, elle pourrait attirer des entreprises actuellement implantées à la Défense, aux dépens de Paris. Troisième défi qui lie transport et logement. Il faut imaginer les solidarités de demain entre Paris et sa banlieue. Cela passe par de meilleures liaisons centre-périphérie, mais aussi par de meilleures liaisons entre les périphéries elles-mêmes. Les usagers du RER, clientèle captive sans autre choix par celui des embouteillages et de la bagnole, pointent du doigt l'insécurité publique, les cadencements insuffisants et les retards à répétition, car le réseau de transport RER et métro est vieillissant. Et si Paris perd des habitants, la banlieue, de plus en plus étalée, en gagne. L'urgence est donc aussi de répondre à la pénurie de logements, sans le faire au détriment des zones agricoles, de manière à favoriser les circuits courts et à protéger les paysages ruraux. La ville se reconstruit peu à peu sur elle-même en réinvestissant des friches industrielles, portuaires, hospitalières, militaires et ferroviaires. Les opérations de renouvellement urbain permettent de réhabiliter les grands ensembles. Mais les terrains manquent et les prix s'envolent, d'où la difficulté pour les classes moyennes de rester à Paris et dans les banlieues les plus recherchées. Quatrième et dernier défi, faire de Paris une ville résiliente face aux crises climatiques et aux crues. Une inondation de la Seine comparable à celle de 1910 provoquerait d'immenses dégâts matériels, un traumatisme humain évidemment, et plongerait peut-être l'économie française en récession. La vulnérabilité des réseaux d'eau, d'énergie et de fibres les rendent stratégiques. Il est en effet impossible de vivre dans un immeuble sans eau et sans électricité, surtout en hiver et au printemps lorsque surviennent les crues. Le métro aussi est tributaire de l'électricité. Or, comment les Franciliens se rendraient à leur travail ?
Les récentes inondations de 2016 et 2018 ont rappelé aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux habitants eux-mêmes combien les villes modernes sont fragiles face à la nature. C'est un extraordinaire défi que d'adapter la ville aux aléas inondations de la Seine et de ses affluents. Sur ce sujet, comme sur de nombreux autres, habitat, transport, tourisme, les géographes que vous serez demain ont un rôle à jouer.